Salam alaikum az-Zulflaoun. Bonsoir. Aujourd'hui, comme chaque samedi, nous reviendrons sur les thèmes qui ont marqué l'actualité algérienne. On reviendra sur l'arrêt du processus électoral le 11 janvier 92 avec toutes les conséquences qu'a vécu le peuple algérien et notre pays. 32 ans après, la question qu'on se pose, quelles sont les leçons à retenir de cette décennie noire? Dans son dernier numéro, la revue El Jaish est revenue sur les performances et les réalisations de ces dernières années dans le cadre de l'édification de la nouvelle Algérie. Ce qui a été accompli en 4 années à ces différents niveaux est porteur d'espoir et appelle à poursuivre sur cette voie, à pas sûr et confiant, dans la mesure où tous les indicateurs et données laissent apparaître sans le moindre doute que notre pays se développe rapidement, comme l'a indiqué Monsieur le Président de la République, grâce à sa jeunesse qui a fait preuve d'une volonté irréductible, conclut la revue. La revue El Jaish cautionne-t-elle la continuité d'une politique d'échec à tous les niveaux et par la même voie un deuxième mandat de Tebboune? Les mois prochains sont-ils décisifs pour un système à bout de souffle? Face à une politique d'invisibilité totale de notre diplomatie, M. Tebboune a présidé cette semaine une réunion du Haut Conseil de sécurité consacrée à l'examen de la situation générale dans le pays et de la situation sécuritaire liée aux pays du voisinage et au Sahel. Dans ce contexte, le Haut Conseil de sécurité a exprimé ses regrets concernant les agissements hostiles à l'Algérie, émanant d'un pays arabe frère, sans nommer ce pays. L'horizon de l'Algérie nouvelle sera-t-il serein comme celui de l'autre Algérie, où le Haut Conseil de sécurité ne se réunit que lorsque l'urgence l'exige en vue de préparer la décision et non pour pleurnicher à travers un communiqué aussi laconique que désolant? Où est notre Algérie glorieuse, fidèle aux idéaux de novembre 1954? Où est notre Algérie qui sait identifier les acquis de notre révolution pour les protéger par les actes et non par les discours préemptoires? Car les acquis de notre révolution ne sont pas le pouvoir à l'armée, cette caste qui n'a pas encore compris que le pays stagne depuis plus de 60 ans et que désormais il s'isole, il se fragilise par les méfaits de sa diplomatie dont les conséquences auraient valu autrefois la démission au moins de son ministre des Affaires étrangères. À qui profite le crime? En tout cas, pas à l'Algérie. Désormais, nos arrières sont nus dans tous les sens du terme. Nous avons trahi des peuples engagés à nos côtés dans les moments difficiles. Que dire de notre peuple qui a vu ses espoirs trahis, évaporés par ceux-là même qui prétendent être fidèles aux promesses auprès des chouhadas? Nous débattrons de toutes ces questions juste après cette petite intro. Comme chaque samedi, donc on va revenir sur les thèmes qui ont marqué l'actualité algérienne cette semaine et on va commencer avec janvier 92, le 11 janvier 92, l'arrêt du processus électoral, les conséquences de cette décision sur notre pays. Mais quelles leçons à retenir donc 32 ans après cette décision donc de l'arrêt du processus électoral? On aura avec nous aussi un autre thème. On va traiter d'un autre thème, l'édito de la revue El Jaish. Valide-t-il le deuxième mandat d'Al-Majid Tebboune, mais aussi Algérie, une diplomatie qui navigue à vue. Avec plaisir, j'aurai donc dans cette émission Monsieur Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire. Il sera avec nous depuis Alger par téléphone. Et je pense qu'il est avec nous. Mohamed Khelfaoui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, si Mohamed. Bonsoir Nasser, bonsoir à tous ceux qui participent et bonsoir à ceux qui suivent.
Avec Sahassi Mohamed Khelfaoui, on aura aussi le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Kamal Mouktefi, universitaire, militant politique. Il est avec nous depuis Montréal, par Skype, via Skype. Kamal Mouktefi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir tout le monde. Merci Nassar pour l'invitation. Bonsoir à tous vos invités et à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et sans oublier de souhaiter Inayer Amervoh, Inayer Amgaz à tous les Algériens. Et merci. Merci beaucoup Kamal Mouktefi. Bonne année à vous. Wassem Gaz pour la nouvelle année Amazir. Donc on aura aussi avec nous depuis Alger, Karim Kebir, journaliste ancien, rédacteur en chef du journal Liberté. Il sera avec nous par téléphone. Mais aussi Hamimi Bouider, qui est militant du FFS. Il sera avec nous depuis Sétif. Mohamed Khelfaoui, je vais commencer cette émission avec vous. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation, mais avant de vous donner la parole, on va juste vous faire passer cette petite vidéo, donc un petit résumé de l'arrêt du processus électoral et tout ce qui a marqué cette décision, si on peut dire, catastrophique pour notre pays. On regarde cette vidéo. بالنسبة لي ونحترم النتائج في كل الحالات. وإذا أراد الشعب أن يغير نظاما فالحق كل الحق بأن يغير النظام. Sur ces 206 circonscriptions, 167 pour le FIS, 20 pour le FFS, 16 pour le FFS. عند إعلان النتيجة قلت هذه النتيجة قلت له تحتوي على مخاطر أن السلطة لن تبقى مكتوفة الأيدي وممكن تستعمل العنف ضدكم. Donc, d'une façon ou d'une autre, il faut trouver une autre solution. Comment trouver une autre solution pour arrêter le processus électoral et dire qu'il n'y aura pas de deuxième tour. من قرر وقف المسألة الانتخابية في الدور الثاني؟ هذا هو خذيتها أنا خذيتها سمعتي أن نحبسوا الناس. أن قيادة جبهة الإنقاذ قررت تنازلات كبيرة وتريد أن تخبر بها الرئيس الشرعي. فعارضت فكرة إيقاف المسار الانتخابي وقلت أن يمكن معالجة الأزمة معالجة سياسية. المرحوم عيد أحمد دخل معناتها سيتا كوديتات معناتها كل شيء وجو شوية معناتها كل شيء يا رجل بروس معناتها استقال إرادته معناتها كل شيء لا سيتا كوديتات. أنا قلت في كل الحالات مشني مستعد نغادر المنصب ما دام الجو غير مناسب. نهار نرى الجو مناسب ومؤسسات التي التزمت بها أمام الشعب صبحت سيرة المفعول. على كل حال أنا ذاك نفكر الإنسان. وتم اللقاء يوم 5 يناير ليلا في نادي صنوبر بين سهر الشاذلي وعبد القادر الحشاني. السؤال اليوم هل أبلغت هذه الاقتراح للشاذلي؟ أنا أعتقد أنها أبلغت. الشيء الذي نعلمه أن الشاذلي أقيل أو استقال 4 أيام بعد هذا الحادث. On ne fera croire à personne que stopper un processus électoral chèrement acquis est une avancée de la démocratie. 32 ans après donc cette décision, l'arrêt du processus électoral. Mohamed Khelfaoui, 32 ans après, quelles sont les leçons à retenir de cette décennie noire, de cette tragédie qu'a vécu notre pays, d'après vous? Encore une fois, bonsoir à tout le monde. Moi, je ne parle pas d'un segment de la vie que subissait le pays dans les années 90,
Mais je l'ai dit, je l'ai répété plusieurs fois, que le processus électoral, l'arrêt du processus électoral n'est pas venu comme ça sur un coup de tête. Je vous ai dit, je le rappelle, tout le monde le sait, en tout cas ceux de ma génération le savent, qu'avant l'arrêt du processus électoral, il y a eu des actes militaires, des actions armées, un peu partout à travers le pays, non, mais disons à Gmar, au sud de Rouen, l'amirauté et d'autres lieux militaires, Zeralda, etc., où il y a eu des attaques contre des personnes, des tueries, des vols d'armes, etc. On se rappelle tout ça, et à leur tête, c'était Meliani qui était un élément du fils. D'ailleurs, on l'a vu, les tribunes, Abdessim Maden et les autres. Donc, cette situation-là annonçait un horizon pas un peu, mais un horizon incertain, un horizon incertain, ce qui a amené l'armée à se réunir et donc à prendre cette décision que malheureusement, si les choses sont allées autrement, on serait dans une autre Algérie, mais le destin, je dirais, bon, sans être fataliste, je dirais que la main du destin était là et que notre pays a basculé. On aurait pu éviter dans une autre étape, le fils aurait pu éviter cette situation douloureuse, infernale, de tuerie, de guerre civile, si, comme tous les autres partis, il aurait tempéré, il aurait répondu à l'appel du pouvoir, l'appel au parti du pouvoir de se mettre en veille en attendant le règlement de la question. Tout le monde s'est mis en veille en attendant l'autre élection qui a eu lieu en 96 ou en 97. Et les partis se sont représentés et ils ont eu ce qu'ils ont eu. Le fils aurait pu faire la même chose et il aurait cartonné comme il avait fait avant. Pourquoi il a choisi le bras de fer, sachant que il ne peut pas, on n'a pas vu un mouvement comme ça prendre les choses. Bon, mais ça c'est l'histoire l'histoire des nations qui le dit. Mais, pardon, je crois que ce matin... il y a beaucoup de détails. Je pense qu'on va essayer de gagner du temps par rapport à... Oui, maintenant, des conclusions. Qu'est-ce qu'on doit conclure? On doit conclure qu'on ne peut pas poser à la chose. Je crois qu'il faut travailler dans un sens du Hirak. Le Hirak avait c'est quelque chose. Malheureusement, le Hirak n'a pas trouvé je dirais, une classe politique qui aurait pu le prendre en charge, orienter et avancer. Malheureusement, nous avons vu ce qui s'est passé. Moi, j'étais partie prenante du Hirak. Toi, tu le sais, c'est la seule. J'étais pas, tu sais, parce que je l'ai déclaré à la télé, de toute façon. Et là, on aurait pu faire des avancées. Moi, je pense qu'il faudrait aux partis politiques, d'abord, se donner une maturité, se donner une envergure à mener le pays, pas uniquement des programmes, ils ont tous des programmes. Faux menteur celui qui dit que les partis n'ont pas de programme. Non, les partis ont des programmes. Ils valent ce qu'ils valent de leur programme, ce n'est pas à moi de les juger, je serais même un peu mal placé, ce n'est pas à moi des partis ont une certaine maturité, une certaine orientation. Donc, pour remettre de la confiance dans le pays, remettre de la confiance à ceux qui gèrent ce pays, surtout sur le plan sécuritaire, et partir de l'avant. Je pense que ça, c'est une ambition pour les années à venir, et elle serait salutaire parce qu'elle serait pédagogique également pour, si vous voulez, à coup de réforme, à coup de redressement, à coup de construction, je dirais, le pays peut-être verra ses hommes, ses enfants, ses filles sortir de l'anonymat, sortir de l'ombre pour le prendre en charge, pour un avenir meilleur, mais un avenir meilleur où il fait bon y vivre. C'est pas uniquement manger et dormir en attendant la mort, je le répète 1000 fois. C'est pour là où il fait bon y vivre. Tout le monde se reconnaît.
chacun reconnaît ses droits et ses obligations. Et là, je crois que c'est dans ce sens qu'il faut y aller. Très très bien, très bien. Reste avec nous, Mohamed Khelfaoui. On va revenir en tous les cas sur la situation actuelle avec vous, la situation sécuritaire, mais aussi la diplomatie. Hamimi Bouider, qui est avec nous, militant du FFS, il est de Sétif. Hamimi Bouider, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Hamim. Bonsoir Nassar, Monsieur Kher, Zulf Laoun, merci bien pour l'invitation. Je profite de l'occasion de vous souhaiter mes meilleurs vœux, de vous dire Asugwes Amges, les commentaires pour les invités, ainsi pour tous ceux et celles qui nous regardent, que ce soit de l'Algérie ou ailleurs. Asugwes Amges. Merci beaucoup, Hamimi. Asugwassam Gazavo aussi à tous les Algériennes et les Algériens. Hamimi Bouider, quand on revient un peu sur cette page de l'histoire de notre pays, l'arrêt du processus électoral a été bien sûr une catastrophe, si on peut dire, pour notre pays. On peut parler de la décennie noire, mais aussi revenir sur les déclarations. Vous faites partie du parti FFS. Donc, Aït Ahmed Rabbi Rahmou avait déclaré en 92 on ne fera croire à personne que stopper un processus électoral chèrement acquis est une avancée de la démocratie. Votre analyse de cet événement, mais on aimerait aussi avoir votre avis par rapport aux leçons à retenir de cette page de l'histoire de notre pays. Merci Nassar pour la deuxième fois. Oui, effectivement, pour comprendre exactement ce qui s'est passé depuis 32 ans en arrière, il faut se rappeler que le 11 janvier 1992, il n'est pas tombé comme ça de ciel. Il faut se rappeler que cette date, ça a été peut-être c'est le fruit de temps de sacrifice des Algériennes et des Algériens qui ont milité, qui ont lutté depuis 62 à ce jour. Voilà. Il faut se rappeler que après les événements d'octobre 88, qui a causé la mort de plus de 500 jeunes Algériens tués par balle par le pauvre Algérien, comme il vient de dire l'ex-ministre de la Défense. Donc, le pouvoir algérien se retrouve dans une situation très difficile par rapport à un nouvel ordre mondial qui se dessinait de cette époque, par rapport à la chute du mur du Berlin et le commencement de la décomposition de l'URSS. Et tout ça, les percussions de cette nouvelle ordre sur les pays rentiers, notamment l'Algérie, ce sont des percussions vraiment difficiles sur le plan économique. Donc, cette époque-là, il y avait un groupe autour du Chadli de Hamroche qui ont pensé de proposer une alternative économique de cette logique rentière aux décideurs militaires, mais ils ont conditionné cette proposition économique d'ouvrir un peu sur la société civile. Et effectivement, de cette époque-là, il y avait des réunions de haut gradé de l'institution militaire avec bien sûr avec le gouvernement du Chadli. Ils ont opté bien sûr pour une brèche, une pseudo-ouverture qui a été son fruit directement, c'est la constitution de 89. Donc à partir de 89 jusqu'à 92, Monsieur Nasser, permettez-moi de dire qu'il y avait tant d'événements et tant de détails qu'on ne peut pas aller expliquer dans une émission. Mais chose est sûre, c'est que le pouvoir algérien n'a jamais exprimé une véritable volonté d'une vraie ouverture, d'un vrai multipartisme, n'a jamais eu une volonté d'y aller vraiment vers la construction démocratique de l'État. Revenons
au 93, ce qui s'est passé en 91-92, effectivement, il a réussi dans sa première étape de faire, c'est-à-dire stopper, de faire annuler les élections législatives programmées en juin 91. Et ici, il faut dire aussi, avec la bénédiction de certains dirigeants politiques de parti du FIS, malheureusement, avec la programmation des élections législatives en décembre 91, les résultats de ce premier tour ont été avoués par le pouvoir, c'est-à-dire le résultat de 3F. Donc, entre 26 décembre jusqu'à le 5 janvier 92, certainement le pouvoir il a sensé qu'il y avait un accord, un approchement entre les forces politiques de l'époque. Donc, il a décidé d'une manière bien sûr unilatérale de stopper l'arrêt du processus démocratique et électoral le 11 janvier 92. C'est parce que il a senti que si il va se permettre au deuxième tour, on peut dire c'est la fin définitive du régime de l'époque. Voilà. Mais très rapidement, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, Hamimi Bouider, est-ce que vous pensez que en 92, si par exemple il y avait un autre parti, parce que cette question a été posée aussi, cette supposition, s'il y avait un autre parti, à part par le FIS, si on peut dire, qui avait la majorité, donc s'il y avait par exemple le FFS, est-ce que vous pensez que le régime aurait accepté de continuer dans le processus électoral et de ne pas annuler ces élections? J'ai dit tout à l'heure que le pouvoir n'a jamais cru à une ouverture démocratique en Algérie. Même si ce n'était pas le FIS, le FSS ou d'autres partis, sauf peut-être d'autres partis qui ont été créés dans les labos de services, peut-être il aurait accepté. Mais le résultat de premier tour des 3F, le Front des forces socialistes, le Front islamique et le Front de libération nationale. Donc, dès le premier tour, le pouvoir a décidé que la seule solution, c'est d'arrêter le processus démocratique et le processus électoral pour que le pouvoir n'échappera pas entre ses mains. Il y a un point très important, Nasser, de le soulever, c'est que c'est vrai, la situation à l'époque n'est pas arrivée à un point qui nécessite l'intervention de l'état-major pour faire stopper le processus électoral et démocratique. Mais il y a des choses historiques, il faut les dire aussi, que les responsabilités de certains chefs politiques de partis de Front islamique, le FIS, qu'il faut dire aujourd'hui, que certains dirigeants, je ne dirais pas tous les dirigeants de ce parti, mais certains dirigeants qui n'étaient pas à la hauteur de la responsabilité historique, éthique et politique de cette époque-là, parce qu'il faut dire que la violence, c'est vrai, certaines formes de violence ont été pas commencé seulement après le processus, après l'arrêt de processus, mais bien avant l'arrêt de processus électoral. Mais il faut dire aussi que la situation n'a pas arrivé vraiment à un point irréversible où le pouvoir nécessite a été dans la nécessité d'intervenir pour faire stopper le processus. Donc, c'est ce qui a été passé le 11 janvier 92. Ça a été un coup de force, un coup de force contre la volonté populaire. Maintenant, la conclusion qu'on doit tirer aujourd'hui, c'est que la violence et les coups d'État n'a été jamais une solution pour régler les conflits et régler les problèmes et gérer les problèmes des affaires des Algériennes et des Algériens. C'est ce qu'on doit tirer aujourd'hui comme leçon politique pour ne pas refaire des mêmes des erreurs de passé. Voilà. Très bien, restez avec nous, Hamimi Bouider. Kamal Mouktefi,
Qu'est-ce que vous pensez donc de cette décennie noire, de cette page de l'histoire de notre pays, l'arrêt du processus électoral pour les uns et pour les autres, on a sauvé, c'est une décision qui a sauvé la République, entre guillemets, sauvé l'Algérie. On a vu après les conséquences de cette décision, si on peut l'appeler politique, mais la question qui se pose, les Algériens, 32 ans après aussi, quelles sont les leçons à tirer de cette tragédie qu'a vécue notre pays? Oui, exactement, Nassar, la question que vous posez, quelles sont les leçons qu'on devrait tirer de ces événements qui se sont passés 32 ans? Il y a 32 ans de ça, maintenant, ça veut dire que je pense que nous avons le retrait nécessaire, le recul nécessaire pour analyser cette situation et tirer des leçons qui vont nous permettre d'aller de l'avant. C'est vrai que nous voulions le changement à l'époque, c'était le parti unique, il fallait passer à un système pluraliste, démocratique, laisser les partis s'exprimer et exercer la politique. Mais nous n'avions pas imaginé les moyens et la façon de faire, de passer de l'étape du parti unique au multipartisme. Il n'y avait pas, on était d'accord pour faire le changement, mais on ne s'est pas entendu comment le faire, ce changement-là. Nous sommes dans cette situation aujourd'hui, après le Hirak. Tout le monde veut le changement, mais nous ne sommes pas arrivés encore à l'étape où on sera d'accord comment opérer ce changement-là. Les choses à retenir de cette époque, de cette période-là, il y avait un arrêt du processus électoral. Oui, le pouvoir avait engagé un arrêt du processus électoral. Mais il faut l'intégrer dans une perspective qui va faire ressortir les responsabilités des uns et des autres. Pourquoi? Parce que avant 1988, l'armée, elle était provoquée par une partie du FLN, dont le président Chadli, lui disant retournez dans les casernes, vous ne faites plus de la politique à partir de maintenant. Donc c'était ça qui a poussé les militaires à provoquer 88. Moi, 88, c'était pas une sortie spontanée. Moi, je ne crois pas à la spontanéité en Algérie. Je fais de la politique, je sais ce que je dis. Il n'y a pas de mouvement spontané. C'était un avortement préventif. Ils savaient que les militaires allaient retourner dans les casernes. Ils ne voulaient pas. Et ils ont réagi d'une façon à provoquer le chaos pour rester au pouvoir, pour garder le pouvoir. Ils ont décidé de garder le pouvoir. Après, tout ce qui est venu à partir de là n'est qu'un plan exécuté à la lettre pour se donner le pouvoir. Et la preuve, on est dans cette situation. Ils ont mis Chadli dehors, ils l'ont poussé à démissionner. C'est vrai, Chadli, il a été poussé à démissionner pour provoquer un vide institutionnel avec lequel ils vont justifier le CNT, ils vont justifier le HCE, ils vont justifier Darami Boudiaf, ils vont justifier... Mais la question qui se pose, est-ce que l'armée s'est retirée du pouvoir maintenant? Non, jusqu'à maintenant. Elle a joué à un certain moment derrière le rideau et tout ça, mais maintenant, elle est carrément dans la façade. C'est elle qui mène la danse. Donc ça justifie, l'armée avait dès le début, si on maintient cette donnée qui est véridique, l'armée avait l'intention de prendre le pouvoir, c'est vrai, elle avait pris le pouvoir, elle le garde jusqu'à maintenant. Elle a utilisé qui pour prendre ce pouvoir? Il s'est servi des éléments disponibles sur la scène. Regardez le fils qui a versé dans la violence. Il a donné la chance aux militaires de justifier le coup de force et de justifier toutes les exactions et de partager la responsabilité politique avec l'armée. Maintenant, je ne parlerai pas de la responsabilité juridique. Je ne suis pas juge et je ne m'avancerai aucunement dans cette voie-là. Mais la responsabilité politique du fils, elle est là. Elle a donné le pouvoir aux militaires sur un plateau d'argent. C'était clair. La question qui se pose, pourquoi avons-nous accepté les élections législatives de 1991, sachant qu'ils étaient mal préparés? Pourquoi? Moi, je ne poserai pas la question au fils, parce qu'il savait qu'il avait la majorité. Il avait la majorité des institutions locales. Quand vous avez l'API et l'APC entre vos mains, la majorité de l'administration locale entre vos mains, vous organisez les élections quand vous voulez. Rappelez-vous, durant les élections municipales,
Les gens ont voté fils sous la menace du sabre. Sous la menace. Si vous ne votez pas fils, vous allez en prison, vous êtes kafir, vous allez payer devant Dieu. Ils ont utilisé Dieu pour imposer le vote fils. C'est une réalité. Ouvrez. Il y a des informations qui ont été véhiculées dans les années 90 et que personne n'a pu vérifier, si on peut dire. Quand vous dites que il y a des Algériens qui ont voté sous la menace d'un sabre, c'est-à-dire, il y a des choses aussi qui ont été dites. Ouvrez la chaîne, lancez une campagne téléphonique, laissez les gens vous appeler et vont vous dire ce qu'ils ont subi. Moi, je vous parle pas de choses qu'on m'a racontées. Je les ai vécues. C'est pour ça qu'on se pose ces questions, Kamel Mouktefi, et tout le monde a la liberté d'expression sur cette chaîne. Et que quand on essaie de comprendre ce qui s'est passé, c'est essayer aussi d'en tirer les leçons du passé. Ce n'est pas seulement parler et revenir sur les détails, mais aussi la question qu'on se pose, quelles sont les leçons donc on peut en tirer de cette tragédie. Pour les uns, ça a été aussi des victimes. Quand on emprisonne des milliers de gens, et qu'on envoie aussi, qu'on ouvre des camps de concentration, la question aussi se pose de l'autre côté, Kamel Mouktefi. L'armée avait exécuté dans la gestion de l'époque, c'est condamnable. Moi, je n'ai rien à justifier de ce qui a été fait à l'époque. L'armée, elle s'est mal comportée. Elle a justifié d'arrêter le processus électoral, soi-disant le fils était dangereux pour la nation et pour eux. Pourquoi ils n'ont pas réouvert la scène politique plus tard? Ça prouve qu'ils ne voulaient pas. Et c'était juste un alibi pour prendre le pouvoir. Mais quand vous parlez des camps de concentration, c'était une erreur d'emprisonner des Algériens, même parmi les gens emprisonnés comme ça dans le sud, ils n'avaient même pas aucun lien avec le fils. Et c'est pas une manière... C'est pas une manière de faire parce que c'est des questions qui sont... Il faut qu'on s'étale sur beaucoup de détails. On n'a pas le temps, malheureusement. C'est des questions qui sont très importantes pour faire la lumière donc, sur cette époque ou cette page de l'histoire de notre pays, mais aussi la question qu'on se posait les Algériens, comment on a pu assassiner Boudiaf, Rabbi Rahmou. En 92, c'était ça aussi la question et les conséquences de cette décision d'annuler donc le processus électoral de 92. Karim Kibir est avec nous, il nous a rejoint, journaliste, ancien rédacteur en chef du journal Liberté, est avec nous depuis Alger. Karim Kibir, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Karim. La question, Karim... Bonsoir Karim, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Karim Kibir, 32 ans après donc, ces événements, l'arrêt du processus électoral, on se rappelle des déclarations de Aït Ahmed Rabbi Rahmou, on ne fera croire à personne que stopper un processus électoral chèrement acquis est une avancée de la démocratie. La question qui se pose, avons-nous sauvé l'Algérie? Cet argument a été avancé en 92, il fallait sauver l'Algérie, il fallait donc arrêter ces élections, alors que 32 ans après, les Algériens peinent à trouver une démocratie, un état de droit, si on peut dire, des élections libres, et 2019, si on peut dire, était un événement, était un soulèvement donc pour revenir à ces demandes donc d'une Algérie libre et démocratique. Karim Kibir. Écoutez, moi à l'époque j'étais étudiant, je me rappelle du chanteur Renaud, il avait commenté justement cet arrêt du processus, et je pense qu'il avait raison, parce qu'il a dit que c'est une question philosophique qui mérite c'est-à-dire d'être consigné dans un sujet de bac philosophie. Et fallait-il arrêter un processus démocratique pour soi-disant sauver la démocratie?
Donc, de mon point de vue, ce qui s'est passé en 92, à vrai dire, ce n'est qu'une résonance des crises, de la crise qui remonte à l'été 62. Donc les erreurs ont commencé d'abord, c'est le premier coup d'État, c'est celui qui a été fait contre l'Assemblée constituante en indépendance. Parce qu'il n'y avait pas, on n'a pas réussi à construire un contrat social, c'est-à-dire une vision sur l'Algérie qu'on veut, celle qui va réunir tous les Algériens dans leur diversité idéologique, de courants, de diversité culturelle et tout ça. Ça n'a pas été fait, donc le pays a fonctionné sous le régime d'une dictature. Mais ces courants, ils ont végété dans la société parce que on peut se poser après comment l'idéologie dominante qu'on a imposée en vérité au peuple algérien a fini par produire quand même un courant dans la société qui nous a conduit à la situation qu'on vit aujourd'hui. Parce qu'en 92, l'arrêt du processus, en vérité, il faut dire que le processus en lui-même, déjà, il était biaisé. Il était biaisé dès lors que la constitution qu'ils avaient eux-mêmes élaborée n'a pas été respectée. Parce qu'il y avait bien des dispositions qui interdisaient la création de partis sur la base religieuse ou sur la base culturelle, régionaliste, linguistique, ainsi de suite. Donc, dès lors que le processus a été biaisé, sans compter, je ne vais pas rentrer dans les détails de la grève, tout ce qui sont les traficotages sur la loi électorale et tout ça, le fait que le parti dissous avait déjà pris les élections locales, donc il a eu toute la latitude de se préparer, sans compter les manipulations de certains courants peut-être qui l'ont poussé à la violence avec certains discours peut-être qui avaient fait peur. Et puis jusqu'à arriver à l'arrêt du processus, qui, à vrai dire, c'est un coup de force pour à partir du moment où ils avaient lancé le processus. Donc, avec le recul, on se rend compte que finalement, tout ce qui a été fait n'est destiné que pour sauver le régime. On n'a pas encore à ce jour, on n'arrive pas à construire, à se mettre autour d'une table pour s'entendre sur un pacte pour l'Algérie qu'on souhaite. L'Algérie qui va donner sa place à tous les Algériens sans exception. Et le problème s'est posé même aujourd'hui, même pendant le Hirak. Et donc on est toujours dans cette situation et toujours on revient à faire... moi je sais pas que je suis gêné, mais en vérité, c'est un épisode sur lequel nous devions normalement débattre, qu'il y ait des espaces de débat, qu'il y ait une réconciliation, qu'il y ait une justice, mais on n'est pas encore là. En vérité, nous sommes encore un pays à construire. Et je me suis toujours référé à la fameuse phrase de l'historien Harbi, qui reprenait d'ailleurs un ancien conseiller du président du Conseil italien quand ils ont réuni l'Italie. Le Conseil a dit au président, on a construit l'Italie, il nous reste à construire les Algériens. On a récupéré l'Algérie à l'indépendance, on a récupéré le territoire, mais nous n'avons pas malheureusement construit encore les Algériens pour qu'on s'entende sur un pacte entre nous qui fasse place à tout le monde dans le respect mutuel et que les programmes politiques entrent dans une compétition libre et les Algériens seront souverains pour choisir les gens qui veulent les représenter. On n'est pas dans ce cas de figure, donc c'est pourquoi que je vous dis que ce soit le processus électoral de 92 ou ce qui s'est passé avant et tout ça, je crois que c'est tout ça qui doit être remis sur la table depuis l'indépendance. C'est-à-dire, on doit remettre beaucoup de questions sur la table. Et c'est une nouvelle Algérie, justement. La nouvelle Algérie, c'est celle qui va remettre sur la table toutes les questions. On ne parle pas d'ailleurs de l'histoire. Comme on a fait pour l'histoire concernant la guerre coloniale, on a fermé justement la parenthèse de l'histoire des années 90.
la réconciliation de 2005, il y a une disposition, l'article 46, si je me rappelle bien, interdit, elle interdit explicitement à tout le monde de parler, d'utiliser, c'est-à-dire cette période. Or, normalement, un pays qui veut fonctionner, il faut établir un diagnostic et aller de l'avant. Très très bien. Restez avec nous, Karim Kebir. Mais pour le régime, pour lui, on vit dans cette nouvelle Algérie. Et on va revenir bien sûr sur le sujet, notre deuxième sujet de notre émission. Donc on va revenir sur l'édito de la revue Al-Jaish. Valide-t-il le deuxième mandat de Abdelmajid Tebboune? C'est la question qu'on se pose, qu'on posera donc à nos invités juste après cette petite intro. Donc le titre de l'émission de ce deuxième sujet, l'édito de la revue Al-Jaish, valide-t-il le deuxième mandat de Abdelmajid Tebboune? C'est le titre donc de ce deuxième sujet. Mohamed Khelfaoui, je vais revenir à vous. Quand on revient un peu ce qui a été dit dans l'édito Al-Jaish, et là il dit que l'Algérie a confirmé la justesse de l'option choisie par le président Abdelmajid Tebboune et aussi ce qui a été accompli en 4 années à ces différents niveaux est porteur d'espoir et appelle à poursuivre sur cette voie, à pas sûr et confiant, dans la mesure où tous les indicateurs et données laissent apparaître sans le moindre doute que notre pays se développe rapidement, comme ça a été indiqué donc par Abdelmajid Tebboune. Comment peut-on lire donc ce passage de l'édito du dernier numéro donc de la revue Al-Jaish d'après vous, Mohamed Khelfaoui? D'abord, si vous me permettez, je vais un tout petit peu en arrière pour la question qui était posée juste avant. Et on oublie souvent, on fait une certain face-à-face entre le pouvoir de l'époque, et particulièrement l'armée, et le fils. En fait, si on se rappelle bien, pour ceux qui vivaient à cette époque-là, qui étaient en âge de suivre et de comprendre, le peuple, une grande partie du peuple, manifestait contre le fils. Une partie des partis politiques demandait à l'arrêt, appelait à l'arrêt du projet. Il y avait plusieurs partis qui demandaient ça. Bon, mais c'est justement que pour la parenthèse et pour clarifier. Personnellement, j'ai vu, et je dis ça, c'est pour nos enfants, pour les générations qui montent, pour dire une vérité. On a vu le peuple qui souhaitait l'arrêt, qui souhaitait la sortie de l'armée dans les rues. Il y avait une image à l'époque. Bon, mais c'est pas la peine de continuer sur ça. Mais allez, c'est justement pour dire ça. On a oublié que c'est le dernier vote que le peuple algérien doit savoir, que les Belhaj disaient que la démocratie était kufr, et tant d'autres. Donc, écoutez, si Aït Ahmed Rahimahullah, notre héros, celui qui nous, parmi ces hommes, ces grands hommes qui ont pris la décision de nous libérer, Rahimahullah, Allah yaj'al rabbi min jannah, on ne comprendra jamais qu'arrêter un processus électoral, c'est sauver la démocratie. Non. Ce qui a été dit, c'est arrêter le processus électoral pour sauver la République. Personne ne peut dire qu'on arrête un processus électoral pour sauver une démocratie. Non, personne ne peut dire ça. En effet, il a raison. Mais ce qui était dit avant, c'est arrêter ce processus pour sauver la République. Ce qui était dit.
معليش هذه 10 secondes كان سي محمد parce que on va revenir sur ces questions, c'est des questions très importantes de l'histoire de notre pays. Mais est-ce que vous pensez que si on oublie la question du fils, on va dire que c'est pas le parti du fils qui a gagné les élections dans les années 80. Est-ce que vous pensez que si c'était un autre parti, vous pensez que le régime aurait laissé ces élections continuer? On est peut-être dans une autre Algérie? Si c'était un autre parti, que les choses allaient autrement, sans la menace de guerre civile, puisque tout le monde parlait de Kalachnikov, y compris Mazel Hay, Sidi Ibn Haj. Alors Mazel Hay, tout le monde. Bon, si c'était un autre parti, le FFS ou le ou je ne sais pas quels sont, j'ai oublié les autres partis, y compris le FLN. Avec le si, on peut mettre Paris en bouteille. Bon, je vous dirais alors que s'il y avait un autre parti, on aurait une autre approche, peut-être d'autres raisons pour arrêter, sinon ne pas l'arrêter et laisser exercer des pressions. Avec un si, on ne peut pas discuter. On discute pour une réalité. Maintenant, si je dois faire un schéma, ou une éventualité avec un si, moi je peux le faire que oui, il n'y aurait jamais eu d'arrêt de processus, et je mentirais peut-être. Je peux vous dire que oui, même s'il y avait un autre parti, le processus serait arrêté, mais sur la base de quoi je vais dire ça? Donc laissons tomber les schémas à nous. Mais vous avez dit aussi, Mohamed Khelfaoui, vous avez dit que les responsables de ce temps-là, ils ont avancé donc l'argument de sauver l'Algérie. Est-ce que vraiment on a sauvé l'Algérie, entre guillemets, très rapidement? On a sauvé la République. Si c'était parti, comme le disait Rabah Kbir, Ali Belhaj et les autres mastodontes de Majlis Chouri, parce que leur voix n'était pas une voix de rue. C'était une voix de responsables de gros calibre du Majlis Chouri du fils. Oui, on serait allé, vous changerez vos coutumes alimentaires, vos coutumes vestimentaires. On a sauvé quelque chose là. On a sauvé quelque chose. Très bien. On va revenir sur cette question, Mohamed Khelfaoui. On va revenir sur ce sujet dans d'autres émissions. C'est très important d'avoir votre avis aussi. Mais sur ce deuxième sujet qu'on est en train de traiter dans cette émission, comment vous avez trouvé donc ce qui a été relayé par la revue El Jaish dans son dernier numéro? L'édito, bien sûr, est très clair. Je vous ai lu un passage dans cet édito. Qu'est-ce que vous en pensez, Mohamed Khelfaoui? Beaucoup d'observateurs parlent que l'armée, entre guillemets, cautionne, si on peut dire, le deuxième mandat de Abdelmadjid Tebboune et cautionne aussi la continuité de la politique de la nouvelle Algérie, Mohamed Khelfaoui. Cette phrase ou les deux phrases qui se suivent et qui sont essentielles, l'édito d'Al-Jish, c'est l'expression d'une certaine satisfaction de ce journaliste ou de l'éditorial. Est-ce que ça représente l'armée? Là aussi, c'est un problème. Donc, c'est une satisfaction déclarée de ce qui s'est passé depuis les 4 années. Et donc, pourquoi ne pas continuer dans ce sens-là? Nous allons continuer dans ce sens. À ce niveau-là, je dis que la revue s'adresse aux casernes, d'accord? Mais à ce niveau-là, si il y a satisfaction et si ce journaliste qui a fait l'édito parle au nom du commandement de l'armée, ça je ne sais pas, je ne peux pas vous l'affirmer, je suis désolé. S'il parle, c'est-à-dire qu'il y a satisfaction donc de l'armée. Et là, s'il y a satisfaction de l'armée, on peut évoquer plusieurs scénarios. Donc, puisque satisfaction, pourquoi pas continuité? Puisqu'ils disent dans la continuité. Et s'il y a continuité, bah écoutez, là, il faut être aveugle pour ne pas voir. S'il y a continuité, c'est-à-dire la continuité dans ce qui est mené, c'est continuité avec qui? Avec les hommes qui sont en train de mener ça. La barque, bon, peut-être un cautionnement, peut-être.
Donc, vous pensez que c'est un message pour les casernes, Mohamed Khelfaoui, ou là pour tous les Algériens, quand on parle des réalisations de ces dernières années, mais aussi, il faut rappeler que cette revue Al Jaish a été aussi relayée par l'APS. يعني ما قعدتش راحت للكازيرنا فقط. أنا معك. لو كان تقول لي si vous me dites que l'APS dit ça, je vous le dis, mais j'informe, je porte à votre connaissance. Et en tant qu'ancien militaire, la revue El Jaish, comme son nom l'indique, était distribuée. D'ailleurs, vous vous rappelez, on parlait jamais de cette revue. Depuis, je ne sais plus quelle année est apparue, 65 ou 66, je ne sais pas. On n'a jamais parlé de Jaish ni pour la PS, ni pour la télévision. Ni ces textes repris par d'autres quotidiens. Jamais on a vu ça. Maintenant, ça fait quelques combien 4 ans, un peu plus, 5 ans. Depuis le Hirak ou un peu avant. Je ne sais pas, vous corrigez si je me suis trompé. Donc, on a commencé à parler de cette revue-là, qui, en effet, parle un peu de socio-économique. Et là, oui, depuis quelques temps, elle est exposée, malgré elle, peut-être qu'elle le veut, elle est exposée à l'opinion publique et surtout reprise par l'APS. Là, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça. Et je ne peux pas. Quand on dit que les succès successifs et tangibles obtenus, notamment en termes de restauration de la confiance du peuple algérien en ses institutions constitutionnelles et de préservation de la dignité du citoyen à travers de nombreuses mesures concrètes, la préservation des acquis et l'effort diligent et sincère visant à propulser notre économie nationale sont une source de fierté et une motivation à faire montre d'attachement infaillible au processus d'édification de l'Algérie nouvelle afin de concrétiser davantage d'acquis et de réalisations en guise de préservation du legs de nos vaillants chouhada. Clairement, cet édito est en train de s'adresser à tous les Algériens. Elle parle de l'économie, elle parle de la fierté des Algériens, du peuple algérien. Là, c'est là, quand je vous dis, c'est une revue pour caserne, je ne dis pas que ça ne s'adresse pas à tous les Algériens, mais c'est que vous ne voulez pas répondre. Ce que vous venez de me dire, moi je peux poser la question à cet éditorialiste pour que je puisse bien comprendre ce qu'il dit. Lorsqu'il me dit, nous avons fait ceci qui sert à la propulsion, dites-moi quoi? Qu'est-ce qui a été réalisé pour qu'on puisse juger ainsi notre pays, tous ensemble? Et nous applaudirons tous certainement. S'il y a des choses merveilleuses, oui, nous applaudirons tous. Mais dites-moi quoi? Quand il dit les institutions, par exemple, le ministère du Commerce a toujours été chahuté pour le lait, la laisse, l'oubia, etc. Quelle satisfaction? Lorsqu'on voit, par exemple, des jeunes qui se font prendre, ils sont mis, je sais pas, en prison, jetés en prison, la Chine, hein, je sais pas, on se demande sur certaines choses. Par exemple, parfois la justice a été elle-même huée, elle-même désignée du doigt pour certaines choses. Donc, lorsqu'on parle de manière, si vous voulez, sans rentrer dans le détail, on peut dire tout. D'autres reprendront le même texte et ils vont écrire l'inverse phrase par phrase. Et ils auront fait un texte équivalent. Nous ne pouvons pas accepter parce que les institutions sont ceci, parce que nous n'avons pas jeté les bases d'un développement, etc. On peut inverser les choses puisqu'il n'y a pas de citation de ces éléments propulseurs d'économie, propulseurs d'un avenir bien orienté, d'un avenir où l'horizon est bien dégagé. Oui, je vois nos médecins partent, nos enfants meurent dans la mer, noyés, les touffes de fortune. Lorsqu'on voit ici le malaise et le chômage, moi on voit des jeunes devant nous. Alors, je ne fais pas de statistiques, d'études ou de Sabr al-Ara aussi, non, mais je vois devant moi, dans ma famille,
des jeunes qui sont au chômage. Je les vois, des jeunes, si bien garçons que filles, je les vois. Donc je ne peux pas dire. Là, c'est horrible quand même comme communication, parce que on touche pas. On ne touche pas la chose. Quand je dis c'est horrible, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a ça et qu'on voit pas, ou là est-ce qu'il n'y a pas ça et qu'on nous parle de ça, de ces réalisations, quand je dis ça, de ces réalisations. Et honnêtement, je parle en toute honnêteté, et je ne me mets pas de limite, mais j'essaie d'être correct et objectif dans l'honnêteté, dans la réalité, dans le réalisme. Voilà ce que je dis. Très clair. Yatek Saha, si Mohamed Khelfaoui reste avec nous. Ça peut ne pas vous plaire, mais bon. Non, vous êtes libre, Mohamed Khelfaoui, et si vous voyez les choses autrement, vous avez tout à fait le droit. Donc, restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Je vais revenir à Karim Kbir. Karim Kbir, sur cette question, donc, l'édito El-Jeish, pour certains, ça a été un message très clair pour la continuité de la même politique. Poursuivre sur la même voie, si on peut dire, mais aussi un appel ou un cautionnement à un deuxième mandat, Karim Kbir. Quelle est votre lecture, Karim? Oui, pour être honnête avec vous, Nasser, l'édito, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu, mais bon, ça ne m'étonnerait pas. De toutes les façons, les messages de Jeish ne peuvent pas différer un peu de l'image qu'on véhicule à chaque fois. On le voit souvent à travers même la télévision. Quand il dit, Karim Kbir, juste un petit passage, ce qui a été accompli en 4 années à ces différents niveaux est porteur d'espoir et appelle à poursuivre sur cette voie, à pas sûr et confiant. Oui, ben mais encore une fois, je vous dis, le message, le principal message souvent véhiculé par la revue Jeish, c'est ce qu'on voit à travers l'image elle-même en télévision, c'est-à-dire l'union sacrée entre c'est-à-dire au sein des gens qui nous dirigent, qu'il n'y a pas de divergence contrairement à ce que peuvent certains véhiculer, tout ça, donc ils s'affichent côte à côte, tout est bien dans le meilleur des mondes. Mais dans la réalité des choses, tout le monde sait que les choses ne se passent pas ainsi. Le pays nous a souvent réservé des surprises au fil des mois, au fil des années. Donc, mais au-delà de l'édito lui-même, quand vous voyez la réalité politique aujourd'hui, moi personnellement, je pense que il n'y aura même pas de débat sur la question du deuxième mandat, parce que ce n'est pas normal quand même à 11 mois de l'élection présidentielle, il n'y a aucune figure, par exemple, qui émerge sur la scène politique pour, soi-disant, essayer de concurrencer le chef de l'État actuel. Les partis politiques, il n'y a pas de vie politique, il est complètement éteint. Il n'y a pas c'est-à-dire il n'y a pas de débat sur les questions qui agitent la société, ou bien sur les questions économiques, ou bien c'est-à-dire il n'y a rien. Donc je ne vois pas qu'est-ce qui va empêcher à ce qu'il y ait un deuxième mandat. Donc je pense que c'est défoncer une porte ouverte quand le Jeish dit qu'il y a des belles réalisations, donc ça mérite la continuité. Ça va de soi à partir du moment où la situation est normalisée, il n'y a pas de vie politique, donc je ne vois pas pourquoi il n'y aura pas un deuxième mandat. Ça va de soi. Je pense que le message est très très clair. Très bien. Restez avec nous, Karim Kbir. Le message est très très clair. Est en train de dire Karim Kbir. Hamimi Bouidar, votre réaction par rapport donc à cet édito, est-ce que le message est très clair pour vous aussi?
Nasser, s'il te plaît, si tu me permets de répondre sur deux petites questions rapidement. C'est par rapport à ce qu'il vient de dire votre invité, d'arrêter un processus électoral, c'est pas d'arrêter un processus démocratique. Moi, je pense que les élections, c'est la dimension procédurale d'une démocratie. Et aussi de dire qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait des Algériens qui marchaient de cette époque pour demander à l'armée de se descendre dans la Réunion. Est-ce qu'on a oublié que le 2 janvier 1992, l'UFFS à sa tête, Hosseini Ahmed, il a donné plus d'1 million de sang pour dire que ni État policier, ni République intégriste. C'est-à-dire cette logique qui a été d'origine, c'est la logique du pouvoir de dire aux Algériens qu'il y avait que le fils aux 6 mois. Et donc, Hosseini Ahmed, il a dit ça clairement en 92, le 2 janvier, que ni République intégriste, ni État policier, mais pour la troisième fois, pour un État de droit démocratique. Alors de dire qu'on a sauvé la République, moi je pense que ce qui a été sauvé, c'est bien le régime, le système politique qui a été sauvé par ce coup d'État, un régime qui a détruit l'Algérie politiquement, culturellement, socialement et économiquement. Reviens à votre question par rapport à la revue de Djish. Oui, honnêtement, je suis tout à fait d'accord avec mon ami. Moi, personnellement, je ne suis pas étonné parce que c'est pas la première fois que la revue du Djish se mêle dans les affaires politiques et les affaires publiques des Algériens et des Algériens. Oui, c'est vrai, sur la forme, si ce qu'on connaît dans les pays qui se respectent, l'armée, elle est populaire, l'armée, elle est militaire. L'armée, ici, elle procède ce genre de revue, elle ne parle que des choses qui concernent l'armée. Mais ça n'a été pas le cas chez nous depuis toujours cette revue de Djish. On a vu ça avec Bouteflika à chaque fois qu'elle sort de leur pays, c'est-à-dire les actions, les soi-disant injazat du chef de l'État, etc. Maintenant, vous avez cité qu'ils ont prédit par rapport pour la continuité et tout ça. Moi, à mon avis, ce qu'ils ont dit dans cette revue, c'est exactement presque l'objectif de la rencontre du chef de l'État avec soi-disant les parlementaires, la basse et la haute chambre dernièrement. C'est exactement ce qu'il a dit lui. Il vient de le dire dans cette revue. Voilà. Donc pas de nouveau, pas de choses vraiment réellement nouvelles à discuter, à dire de cette question. Voilà. Très bien, reste avec nous, Hamimi. Kamal Mouktefi, la même question pour vous. Est-ce que vous pensez que donc l'édito était clair, le message était clair pour vous par rapport donc à la continuité de la même politique, mais aussi un éventuel deuxième mandat de Al-Majid Tebboune? Oui, si tu permets, Nassar, juste, je vais retourner à la question que vous m'avez posée, puis j'ai pas répondu, celle qui consiste à savoir est-ce qu'on a des leçons à tirer de l'arrêt du processus électoral de 92, oui, par rapport à ce qui va arriver ensuite par la suite. Parce que un jeu démocratique, Nassar, il n'y a pas de démocratie si on n'a pas établi les règles du jeu à l'avance. C'est ce qui était problématique durant les années 90 pour aller vers les élections législatives. Les règles démocratiques n'étaient pas établies, donc on a joué un match sans règles. Donc il y avait la casse, il y avait tout le monde qui a fait ce qu'il voulait faire. Les leçons à tirer, c'est ce que nous disons dans le Hirak, c'est que mettons-nous à table, discutons mettons les balises autour des valeurs démocratiques, organisons-nous face à ce pouvoir autour du respect des règles du jeu démocratique. Une fois qu'on s'est entendu sur ça, on va y aller aux élections, on va construire un front contre ce système et il va tomber. Mais ceux qui disent après, il n'y a rien à voir après. Si on n'a pas réglé, si on ne s'est pas entendu sur les règles démocratiques, nous allons reproduire les années 90. C'est ça qu'on veut et c'est ça les leçons à tirer. Organisons-nous maintenant, respectons les valeurs démocratiques maintenant pour réussir mieux. Par rapport à la revue Le Djish, moi je l'ai déjà dit, une armée ne peut pas communiquer de manière dans le respect de la déontologie comme ça à travers un média. Un média militaire
est automatiquement loin du respect, il est loin du respect des valeurs déontologiques, donc du respect de la déontologie, et c'est un organe à la limite de propagande. Moi, j'aurais aimé que la revue El Jaish traite de la question des espions des Émiratis, par exemple. J'aurais aimé voir la revue El Jaish traiter du conflit avec les Émiratis. Ça touche à la sécurité nationale. Mais la revue El Jaish ne s'avance pas vers ça. Mais vu que l'armée est le parti politique de Tebboune, et la revue El Jaish est l'organe de propagande, l'organe médiatique de cette armée, automatiquement ils vont lui préparer le terrain pour le deuxième mandat, vu que c'est eux qui l'ont désigné pour le premier mandat. Donc c'est une continuité logique. Donc l'armée, elle est dans sa logique de soutenir Tebboune pour un second mandat parce que c'est elle-même qui l'avait choisi pour le premier mandat. Donc il ne faut pas trop s'étonner que l'armée, elle est du côté de Tebboune. Si Tebboune ne se présente pas, elle va choisir quelqu'un d'autre. Donc, il faut la garder à l'esprit que le prochain président, l'armée va le désigner, que ce soit Tebboune ou c'est quelqu'un d'autre. Parce que le terrain politique, il est vide. L'armée ne se sent pas dans l'obligation de respecter un jeu démocratique parce qu'en face d'elle, il n'y a pas de force d'opposition fiable. C'est ça la raison. C'est pour ça que l'armée, à travers la revue El Jaish. Et encore, je vais juste répondre un peu pour éviter la confusion. Quand un édito d'un journal traite d'une question, la ligne éditoriale d'un journal, c'est la ligne politique de ce journal-là. Karim Kébir, il est là en tant que journaliste pour me corriger. Quand on traite une question dans la ligne éditoriale, ça représente la ligne politique du journal au complet. Et le journal El Jaish est un journal de l'armée. Et la ligne éditoriale définit la ligne politique de la revue El Jaish. Donc, c'est la ligne politique de l'armée. Donc, on ne peut pas faire du micmac. On ne peut pas faire du micmac avec ça. La ligne éditoriale représente la politique de l'armée. C'est ça. Très bien. Restez avec nous, Kamal Moktefi. On va essayer d'aller vers le troisième sujet de notre émission. Algérie, une diplomatie qui navigue, a vu le titre donc de ce thème. La question sera posée à nos invités juste après cette petite intro. Donc, beaucoup d'observateurs parlent que le torchon brûle entre Alger et Abu Dhabi. On va revenir sur ce qui a été dit dans le Haut Conseil de sécurité qui a été présidé par Ahmed Tebboune ce mercredi, qui a exprimé ses regrets concernant les agissements hostiles à l'Algérie émanant d'un pays arabe frère. Donc, on va juste regarder cette petite vidéo et je reviens à mes invités juste après. ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أمس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن خصص لدراسة الوضع العام في البلاد والحالة الأمنية المرتبطة بدول الجوار والساحل. وفي هذا الصدد أبدى المجلس الأعلى للأمن أسفه للتصرفات العدائية المسجلة ضد الجزائر من طرف بلد عربي شقيق. Donc, vous avez entendu. On va aller regarder la une d'Al-Khabar. Qu'est-ce qu'elle dit, la une d'Al-Khabar? Indar Akhir li Balad Arabi Shaqiq. Donc, le dernier avertissement pour ce pays arabe frère. Mohamed Khelfaoui, qu'est-ce qui se passe donc quand on voit cette réunion du Haut Conseil de sécurité? Et on peut lire aussi qu'il a exprimé ses regrets concernant les agissements hostiles à l'Algérie émanant d'un pays arabe frère. Ce pays n'a pas été nommé. Quelle lecture peut-on faire de ce communiqué du Haut Conseil de sécurité, Mohamed Khelfaoui? Bon, moi, avant de répondre directement à votre question, moi, je me demande comment
cet émirat est parvenu jusqu'à nous mettre dans une situation franchement inconfortable vis-à-vis de nos voisins, vis-à-vis des pays arabes, de manière générale. Arriver à faire des déclarations de ce type, arriver à dire qu'il y a des espions émiratis ici, je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite entre l'ambassadeur, etc. Alors, notre diplomatie, qu'est-ce qu'elle fait? Notre diplomatie, c'est notre arme stratégique, c'est elle qui éloigne de nous ces problèmes, c'est elle qui prévoit, c'est elle qui lance l'alerte avant que les problèmes n'arrivent. Maintenant, le communiqué en lui-même, il est très diplomatique. Ensuite, je regrette que un pays frère fait ceci ou cela. Le pays a fait ça. Et a fait du mal. Est-ce que j'ai les moyens de riposter? Est-ce que j'ai les moyens de le remettre à sa place? Et auquel cas, si j'ai réellement les moyens, moi comment on dit, la réciprocité, il n'y a pas de. Donc s'il y a eu espionnage, je prends les dispositions selon les lois de la République. Qu'est-ce qu'on fait à un espion? Donc s'il y a autre chose, s'il s'avère être plus fort parce qu'il est introduit un peu partout dans l'industrie, parce qu'il a fait quand même un certain nombre d'investissements, je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de gêner. Moi, personnellement, quand j'ai lu ce communiqué, et ça m'a fait un petit pincement, parce que j'aurais aimé ça c'est moi, je ne suis pas diplomate, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus fort, ou alors qu'il n'y ait pas de communiqué dans ce sens du tout. En attendant, كما قال واحد العام أحمد دويحة était Premier ministre à propos de l'Égypte, pas les Émirats, l'Égypte, qui est une puissance, elle. À propos de l'Égypte, l'Algérie ne réagit pas, ceux qui se taisent travaillent. Nous, on ne fait pas de bruit, on travaille. Et en effet, il n'y a pas eu de gaz pour l'Égypte et beaucoup de choses. Oui. Donc comment expliquer, Mohamed Khelfaoui, comment expliquer ce bruit? Puisque vous l'avez appelé ainsi, on va essayer d'écouter les déclarations de Louisa Hannoun, la responsable du parti PT concernant donc si on peut dire, ces problèmes avec ce pays frère. Elle l'a nommé, elle a parlé des Émirats arabes unis, on l'écoute. حاول تحرض تونس وموريتانيا باش يعزلونا، باش هما يطبعوا العلاقات وتمارس ضغوطات، وتقول لو كانت وتحرض على الحرب ما بين الجزائر والمغرب مستعملة للتواجد العسكري الصهيوني هنا عند جيراننا، وتحرض وتحاول تغري دول ولا يعني وهي اللي تساعد في الكيان الصهيوني باش يدخل للاتحاد الافريقي هي والنظام المغربي. كبريت والتبغ، الكبريت والتبغ هذه ثاني ممول الخزينة العمومية في الضرائب. جاء واحد إماراتي استحوذ على الجزء المربح منها، الفروع المربحة وش جابلنا؟ ما جابلنا تكنولوجيا، ما جابلنا حتى شيء، يستحوذ عليها. حنا حسب اعتقادنا يعني بس ناخذ بعين الاعتبار انه كاين بعض التحكيم الدولي يقدر يسقى منا غالي الى اخره، اما باقي المشاريع كيفاش نسمحوا للامارات يديروا مشروع مع الجيش تاعنا؟ ابدا، هذا شيء خطير جدا، ولا يقعدوا في المواني تاعنا، خطير جدا. هذا الشيء خطير جدا. Louisa Hannoun. Mohamed Khelfaoui, puisque vous avez parlé de la diplomatie, on va écouter aussi les déclarations de Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères, juste après donc l'échec du BRICS, et aussi la vision de la diplomatie algérienne d'après lui. On l'écoute. Soundbite 5 si c'est possible. رئيس الجمهورية قام بتحويل محور من محاور السياسة الخارجية نحو آسيا الوسطى وآسيا، المستقبل هناك. فبالتالي البريكس ظاهرة عابرة، الأساس يزال قائم، الخيارات الكبرى لا زالت قائمة، والأطر للحفاظ عليها لا زالت قائمة. الجزائر لا زالت لها كل الأطر
البريكس لم يغير أي شيء في هذه التوجهات وفي قدرتنا على الدفاع على مصالحنا داخل هذا التوجه الجديد الذي قرره رئيس الجمهورية. Ahmed Attaf dans ses déclarations. Mohamed Khelfaoui, vous avez entendu les déclarations de Louisa Hennoun concernant donc le rôle des Émirats arabes unis. Est-ce que le Haut Conseil de sécurité parle du rôle de ce pays, des Émirats arabes unis, d'après vous? Mais aussi, pourquoi autant de bruit quand on voit aussi le titre du journal Khabar qui parle de Indar Akhir, li balad arabi shaqiq? La question qu'on se pose aussi, est-ce que l'Algérie a les moyens de répondre à ces menaces, entre guillemets? Bon, d'abord, pour ce qui est de Madame Louisa Hennoun, la présidente ou la secrétaire générale du Parti des travailleurs, moi, je partage avec elle tout ce qu'elle a dit. Je suis tout à fait en adéquation avec elle sur la même ligne. Et j'ajouterai, en plus de la Mauritanie, de la Tunisie, l'État de la Libye, là où elle est, pour provoquer, pour permettre, pour affaiblir. Mais qui nous a isolés, ou qui a été isolés du Mali et du Niger? Et qui me goule avec le ministre, enfin il est conseiller maintenant, il a dit quelque chose comme ça, on a double je sais pas quoi. C'est-à-dire le jeu est terminé. Elle a bien fait de le dire, Et qui a continué pour le manipuler? Nos soutiens historiques, ces gens-là, pendant la guerre, ils étaient là, pendant le problème de la guerre des sables, ils étaient là, pendant le problème pour le problème du Sahara occidental, ils sont toujours là, dans le non-alignement, ils sont là. Et lorsqu'ils avaient besoin de nous, le problème à la frontière, ils nous appelaient fraternellement. Il y a même eu Haddad, celui qui est maintenant recherché un peu partout, il y a Ghali, qui appelle sur les ondes de RFI, notre médiateur sera l'Algérie, personne d'autre. Notre avenir, notre destin est commun. Et c'est comme ça que la France a été évacuée par cet appel, entre autres cet appel. Non, il y a des choses que, quand même, il faut le faire exprès. Mais quand il s'agit du pays, de la sécurité de mon pays, moi je dis mon point de vue, pourquoi un pays aussi calme, aussi doux que le Mali, il arrive maintenant, on n'a plus besoin de vous, on n'a plus besoin de personne. Le Niger, on n'a pas besoin, on n'a pas demandé à l'Algérie de venir. On a 6 mois. La CDAO a 9 mois. Mais oui, à qui profite tout ça? En tout cas, c'est pas l'Algérie. Qui est gagnant dans ces erreurs, ou là, dans cette situation, ou là, dans l'aveuglement? Pour moi, je l'appelle comme ça, entre guillemets, mais parce que je le considère comme ça, il est en faveur de qui? Maintenant, le titre de Khabar, c'est un journaliste, dernier avertissement, on ne donne pas de dernier avertissement, le premier avertissement dans le pays. Non. Et est-ce qu'ils ont, mais je suppose, je l'espère, que s'il y a eu un communiqué, comme vous l'avez dit dans votre introduction des points que vous discutez là, laconique, là, vous avez utilisé le terme. J'espère qu'ils ont quelque chose derrière la tête. Il faut dire que Louisa Hennoun a bien touché du doigt le mal que nous risquons de nous faire à nous-mêmes. C'est qu'ils ont investi, ils peuvent nous traduire devant des tribunaux internationaux et nous les devis sans arrêt. Alors, voilà. Très très bien. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Karim Kbir, très rapidement, et Kamel Mouktifi, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, très rapidement, je sais qu'une question qui nécessite aussi du temps pour l'analyser. À qui profite tout ça, Karim Kbir, quand on parle d'un pays, sans le nommer, hostile à l'Algérie, mais aussi on dit que c'est un pays arabe frère. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous pensez qu'il y a une diplomatie claire, avec une vision très claire, Karim Kbir, ou il y a une diplomatie qui navigue à vue?
En fait, on est souvent, et encore plus dans les questions diplomatiques, on n'est pas informé. On n'a pas un parlement, par exemple, où démocratiquement élu, où le ministre vient devant la commission, il s'explique, et donc il informe à travers les représentants du peuple, le peuple algérien, sur les enjeux et tout. D'ailleurs, on n'en sait même pas comment, du jour au lendemain, les Émirats deviennent subitement un ennemi et ils nous veulent du mal. Et on ne sait pas pourquoi ils nous veulent du mal. Donc il y a beaucoup de questions c'est-à-dire auxquelles on n'a pas pour le moment, on n'a pas de réponse. En tout cas, ou du moins on n'est pas informé. C'est-à-dire on ignore totalement comment du jour au lendemain un pays qui a, on ne doit pas l'oublier, Madame Hnoun justement l'a rappelé, un pays qui a investi ici. Il a beaucoup d'investissements, que ce soit l'usine Mercedes à Tiaret, le port d'Alger, je pense à Djinjina Dijel, du côté de l'Est, il a racheté la SNTA, il a un club de football, le CRB. Donc, c'est-à-dire, subitement, il devient un ennemi. Franchement, on se pose des questions. Mais au-delà de ça, si réellement il nous veut du mal, la première des choses, de mon point de vue, il est plus que nécessaire d'abord de tenir informé le peuple algérien, parce qu'en dernier ressort, c'est lui qui défend sa patrie. Donc, la construction d'un front intérieur commence d'abord dans cette transparence. La seconde chose, la deuxième question, c'est est-ce que nous avons les leviers nécessaires pour riposter pour les Émirats. On l'a fait avec la France parce que nous avons des leviers de pression sur la France. On se rappelle quand Macron a fait ses déclarations, ils ont réduit le quota des visas. L'Algérie a fermé son ciel pour les avions français dans l'opération Barkhane. Et ils ont rappelé l'ambassadeur. Ils ont en tout cas des leviers, on l'a vu avec l'Espagne, à travers la fermeture du gazoduc au Maroc. Les accords commerciaux. Pour le Maroc, juste un petit rappel, quand il y avait l'assassinat de deux chauffeurs algériens, on avait bien officiellement annoncé qu'il ne restera pas impuni. À ce jour... Karim Kebir? Est-ce que Karim Kebir? Mais on va aller donner la parole à Kamal Mouktefi très rapidement parce qu'on me dit que on a dépassé le temps de l'émission. Kamal Mouktefi, sur cette question, très rapidement. Oui, Nassar, on connaît la diplomatie. La diplomatie d'un pays n'est crédible que si l'économie et l'armée de ce pays-là sont fortes. Or, l'économie algérienne, elle est dans un état léthargique et l'armée, elle est sous le stress de l'instabilité politique interne. Donc, nous ne sommes pas en bonne posture pour avoir une diplomatie forte, malgré que le corps diplomatique, il est bien formé. Il faut reconnaître que l'Algérie a formé des diplomates chevronnés pour faire face à toutes ces questions. Et le positionnement de l'Algérie aussi dans ce conflit israélo-palestinien va continuer à lui attirer, va la mettre toujours sous la pression diplomatique internationale parce qu'elle se positionne contre Israël pour la Palestine. Et vous connaissez les Émiratis, vous connaissez le rôle que jouent les Émiratis avec son partenaire israélien dans ce conflit. Donc automatiquement, toutes les attaques, tous les conflits vont venir à partir de notre positionnement à l'extérieur. Donc, je reviens à dire qu'un pays instable économiquement et instable politiquement ne peut pas avoir une diplomatie forte. Donc, on sait qu'est-ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer le front interne. Le front interne, ça veut dire que la démocratisation de la vie politique, laisser le peuple élire ses propres élus, et de cette façon-là, l'État va être fort et on aura une diplomatie qui va être accompagnée avec toutes les forces dont dispose la nation.
population. Voilà. Merci beaucoup Kamal Moktefi, merci beaucoup, désolé, on est arrivé à la fin de cette émission, désolé, on a dépassé un peu le temps. Merci à tous mes invités, merci à vous chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission.